On a des gens un peu partout. L'écran, le son est OK. Charles voit et entend. Salut Charles. OK. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. On va se donner encore une minute pour se lancer vraiment. J'espère que tout le monde arrive et se connecte. Il y a un peu plus de, enfin, il y a environ 200 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, donc c'est pas mal. On est fiers, on a un peu la pression, avec des gens d'un peu partout en France. On a aussi plusieurs représentants de l'hôtellerie au Maroc et en Belgique également. Rapidement, en regardant les noms des inscrits, j'ai repéré des gens de ces différents pays. Voilà. On enregistre le webinaire, donc on le rediffusera et on le rendra disponible sur notre site et on enverra le lien à tout le monde à la fin de la journée, je pense. On y va. Donc on est aujourd'hui avec Sidonie Brisson, qui est la responsable des partenariats chez Lyra. Sidonie nous présentera Lyra dans un instant. L'objectif, c'est de tenir le délai de 1 heure, ou même 55 minutes à voir, mais 1 heure, ça serait bien. Donc, on va en 2 minutes représenter pour ceux qui ne connaissent pas soit Lyra, soit Landjob, soit aucun des deux. Ensuite, on donnera la parole à Sidonie qui nous présentera les différents modes de paiement online qui sont adaptés particulièrement à l'hôtellerie. Et dès qu'on parle de paiement online, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Ce n'est pas forcément toujours très simple. Il y a des contraintes dans certains cas, des limites, des risques. Et c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Donc, c'est vraiment intéressant que Sidonie puisse vous réexpliquer tout ça. Et vous allez voir qu'elle est très pédagogue. Donc, normalement, dans une demi-heure à peu près, vous aurez tout compris. Et puis moi, je vous montrerai un exemple de ce qu'on met en place chez nos clients actuellement pour dématérialiser le parcours client pour les raisons qu'on connaît et spécifiquement en intégrant cette partie paiement. Alors, pourquoi intégrer donc Landjob, en express, Landjob, on est une société française qui éditons un ensemble de logiciels de gestion de la relation client pour les acteurs de l'hôtellerie. On équipe un peu plus de 2200, un peu plus maintenant, hôtels en Europe. Et ce qu'on permet de faire en gérant digitalement la relation client, c'est d'augmenter la satisfaction client, c'est de vendre des prestations complémentaires, faire de l'upsell. Il y a un potentiel monstrueux. Et puis, grâce à la gestion intelligente de la donnée client, de permettre de réaliser des actions de fidélisation qui soient très efficaces pour l'hôtel et agréables pour les clients. Voilà. Sidonie, si tu peux nous faire une petite intro de Lyra. Bonjour à tous. Donc, Lyra, qui on est, certains nous connaissent peut-être déjà. On est un éditeur de solutions de paiement qui existons depuis maintenant près de 20 ans. Pour la partie e-commerce, on gère aujourd'hui plus de 50 000 sites web en France, ce qui représente 20% de part de marché, que ce soit en propre sur de la marque Payzen ou en marque blanche auprès de nos banques. Et on est aujourd'hui un acteur majeur du paiement, que ce soit pour les banques, puisqu'on commercialise tant une solution e-commerce qu'une solution monétique, que pour les enseignes comme vous ou pour les mainteneurs de TPE qui intègrent nos technologies de communication pour la sécurisation des transactions. Donc, on est basé à Toulouse. Le siège est à Toulouse en France et derrière, on a 10 filiales dans les pays que vous voyez à l'écran. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a été amené à discuter avec Lyra et à faire des projets d'intégration entre nos solutions. Et on s'est rendu compte que les bureaux de Lyra à Toulouse étaient à peu près à 500 mètres des bureaux de Landjob à Toulouse. Voilà, mais c'est une anecdote. On aurait pu le faire si on était bien plus éloigné. Voilà. Parfois, le monde est petit. C'est ça.
Euh, vous voyez mon Spotify là, c'est super. Tout à fait. Je suis bien barré, non, c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, quand on parle de sécurité sanitaire qui devient un élément essentiel dans nos vies de tous les jours, probablement pour les semaines et mois qui viennent, et qui risque de devenir un critère de choix pour les clients qui vont commencer à redormir loin de chez eux, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour les vacances. Un des points de contact les plus importants au final, c'est lors du check-in et du check-out, de l'arrivée et du départ dans l'hôtel, dans le camping, dans la résidence hôtelière, parce que c'est un moment où il y a pas mal d'interactions très physiques, très matérielles. On fait signer une fiche en papier, donc on remet un stylo, on fait payer ou on fait une préautorisation bancaire sur un TPE, un terminal de paiement, et vous voyez la photo. Et, et ce sont des choses ce sont des étapes dans le parcours client qu'on est tenté d'optimiser ou de modifier. Donc c'est de ça dont nous allons parler. Plus généralement, si on veut assurer la sécurité sanitaire dans un établissement, eh ben, ça nécessite de réfléchir à l'ensemble de ces process. Il y a bien sûr beaucoup de choses, en particulier pour les établissements qui font de la restauration. Il y a des énormes sujets sur comment on gère la restauration. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Il y a des sujets sur le ménage, le housekeeping, etc. Dont nous n'allons pas parler particulièrement aujourd'hui. Mais à nouveau, cette partie arrivée-départ, elle est très importante. Et à partir du moment où on réfléchit à dématérialiser cette étape-là, on parle de dématérialiser le paiement et ça amène à pas mal de questions. Et Sidonie va éclairer un petit peu tout ça. En tous les cas, dans ce nouveau contexte, c'est une nécessité très forte de limiter les contacts entre le personnel et les clients pour assurer la sécurité du personnel et des clients et aussi les rassurer. Il y a aussi une nécessité très forte de gagner en productivité pour deux raisons. La première, c'est que probablement que vous n'allez pas rouvrir les hôtels avec l'ensemble de votre personnel parce qu'il n'y a pas assez de clients pour financer le personnel, si je puis dire. Et donc, il va falloir faire peut-être plus avec moins. Et puis, il y a des nouvelles tâches qui sont apparues liées justement à ces nouvelles contraintes sanitaires. Et donc, ça nécessite que certaines personnes passent un peu moins de temps à des choses qu'ils avaient le temps de faire préalablement. Et bien sûr, si on dématérialise les paiements, c'est bien tout ça, mais il ne faut absolument pas qu'on perde en sécurité, ni pour les clients, ni pour vous, bien entendu. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sidonie qui va nous faire un petit point sur qu'est-ce que c'est le paiement en ligne et répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions, comme vient de le dire Sidonie, sur le chat. On y répondra soit instantanément, soit au cours de la présentation. Alors, je voulais juste commencer par faire un petit focus sur les données du e-commerce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le e-commerce prend de plus en plus de place dans les transactions, tout simplement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que vous avez de plus en plus de transactions qui se font en e-commerce avec un prix de panier moyen qui s'amenuise au fil du temps, mais c'est parce qu'on fait de plus en plus d'achats et de petits achats. Néanmoins, on a une forte augmentation du e-commerce depuis 2018, puisqu'on a constaté sur 2019 une hausse de 11,6%, ce qui est quand même assez important par rapport au commerce classique. Sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, le e-commerce aujourd'hui correspond à peu près à 10% du montant du commerce global. Donc, ça veut dire que les 103,4 milliards d'euros générés en e-commerce en France ne représentent que 10% du commerce total. Donc, je voulais faire juste un petit focus là-dessus pour vous montrer l'importance de la partie paiement en ligne et l'importance que ça va revêtir dans le futur également, notamment pour les parcours d'achat et la sécurisation des parcours d'achat, ce qu'on va évoquer un peu plus loin avec Mathieu.
Je t'interromps, Sidonie, il y a une question de Fabrice qui demande Ah oui, quels sont ces combien pourcentages dans le monde dans le tourisme, si tu as ces infos. Alors, j'ai cherché des chiffres sur le tourisme, j'en ai pas trouvé. Donc, sinon, je vous les aurais mis, mais effectivement, j'ai pas trouvé de chiffres. Surtout que dans le tourisme, on met le tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, des chiffres Alors, purement souvent. sur le tourisme, j'ai pas trouvé. Hmm. Voilà, Moi, c'est je n'ai compliqué. pas de chiffre non plus, mais enfin, on dit souvent que le tourisme, c'est un des premiers acteurs en e-commerce parce que c'est assez naturel d'aller acheter son billet d'avion et son billet de train sur Internet et bien sûr son séjour. Donc, enfin, les plus gros sites e-commerce en France, ça a très longtemps été Voyage SNCF. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, ça devient Non, franchement plus aujourd'hui, tard. c'est Discount, le plus Ah, c'est gros. Cdiscount, voilà. Bon. Ouais. Mais enfin, tout Ah, ça et doit ensuite, on a une autre question. Quelle garantie peut-on demander aux clients? Et bien justement, on va y venir puisqu'on a fait un Allez, focus avec Mathieu sur ce sujet. Donc, c'est l'objet de cette présentation. Donc, juste pour vous faire un petit… Oups, tu as été un peu trop vite, Mathieu. pardon. Voilà. Juste pour vous faire un récapitulatif de comment on accepte les paiements en ligne aujourd'hui, il faut savoir que pour accepter les paiements en ligne, il vous faut un prestataire de services de paiement. Donc, on verra dans la slide suivante les différents prestataires de services de paiement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un prestataire? C'est un intermédiaire qui va sécuriser et gérer le flux de paiement entre la banque du client, donc le porteur de la carte, et votre banque à vous pour récupérer les flux de paiement. Donc, il y a différents services de paiement et je vais vous les donner juste après. Donc, on a déjà le premier prestataire de services de paiement que vous devez peut-être connaître pour avoir des activités e-commerce par ailleurs. On est présent sur ce qu'on appelle une passerelle de paiement, c'est-à-dire un TPE virtuel. Aujourd'hui, vous avez tous probablement un TPE physique, donc un contrat VAD bancaire qui détermine les commissions qui sont prises par votre banque sur chaque typologie de carte. Eh bien, sur le e-commerce, ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous avez des acteurs sur le marché qui sont des TPE virtuels et qui ont donc besoin d'un contrat VADS auprès de votre banque. Ce qu'on appelle un contrat VADS, c'est un contrat de vente à distance sécurisé. C'est un contrat qui n'est généralement pas payant auprès de votre banque, mais qui régit quelles sont les commissions qui seront prises par votre banque selon les typologies de cartes. Donc, vous allez probablement payer quelque chose comme entre 0,3 et 0,6% pour les cartes bancaires particuliers, un peu plus cher pour les cartes bancaires commerciales et beaucoup plus cher pour les cartes bancaires étrangères. Et dans ce fonctionnement-là, vous avez donc une partie qui sont les commissions prises par la banque et de l'autre partie, un abonnement qui est pris par la passerelle de paiement. Donc, les passerelles de paiement peuvent être vendues en propre. C'est par exemple le cas de notre passerelle à nous, Lyra, qui s'appelle Payzen. Et c'est le cas d'autres passerelles que je vous ai citées dans les exemples, donc Paybox, Payline. Mais vous avez également des passerelles qui sont vendues en marque blanche auprès des banques. C'est-à-dire que si vous allez voir votre banquier pour lui demander un contrat de vente à distance sécurisé, il va très probablement vous vendre la solution de paiement qui est attachée à ce contrat VADS. Donc, ça peut être par exemple du Monético pour les clients du Crédit Mutuel CIC, du Sogé Commerce ou du Sogène Actif pour les clients Société Générale, Système Pay pour les clients Banque Populaire Caisse d'Épargne ou Click and Pay pour les clients Crédit du Nord. Donc après, chaque banque a sa solution de paiement. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous intégrez une solution de paiement bancaire, celle-ci n'est réservée qu'à votre banque. Donc, si derrière, vous avez besoin d'intégrer cette solution de paiement à un système tiers, il faut bien valider que cette solution de paiement elle est compatible avec les systèmes tiers, tout simplement. Donc ça, c'est pour le premier type de prestataire. Pardon, qu'est-ce que tu Oui. appelles un système tiers? Et par exemple, LoungeUp, qui a développé D'accord. des passerelles de paiement avec D'accord, ok. certains prestataires de services de paiement,
peut ne pas être compatible avec d'autres. Donc ça, c'est D'accord. à valider. Ok. Ou par exemple, si vous avez, vous, hôtelier, un moteur de réservation, bah, il y a certains prestataires qui sont compatibles, d'autres non. Donc ça, il faut faire bien attention. Souvent, dans les moteurs de réservation, tu veux peut-être faire les moteurs de réservation proposent un système de paiement pour la partie réservation. Tout à fait. Et, Donc vous et avez la partie. certains moteurs de réserve. Ouais. Non, vas-y, Bah, je on t'écoute. va peut-être, il vient juste après. Pardon. Ok. Euh, Et le deuxième système de prestataire de services de paiement, c'est la solution de paiement tout en un, qui n'est pas fournie par votre banque. Donc, vous n'avez pas besoin d'un contrat de vente à distance sécurisé auprès de votre banque. Ce sont des solutions qui vont vous proposer tout en un. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer la collecte des flux de paiement avec un virement à J+X sur votre compte bancaire. Et là, le système de rémunération est différent puisque c'est la solution de paiement qui va prendre des commissions sur les transactions. Donc, des commissions avec un frais variable plus un frais fixe par transaction. Et donc, c'est le cas, par exemple, le plus connu, c'est PayPal. PayPal, quand vous ouvrez un compte PayPal, c'est PayPal qui collecte les flux de paiement. Ils prennent X% sur chaque transaction et ils vous font des virements ensuite sur votre compte bancaire final. Vous avez d'autres acteurs qui sont sur le marché, par exemple Stripe ou Adyen, Molly, Paygreen, je vous en ai mis quelques-uns. Et nous-mêmes opérons également en tant qu'établissement de paiement, donc solution de paiement tout en un, sous la marque Lyra Collect. Donc voilà. Après, j'ai vu une question, vous ne parlez pas de la blockchain. En fait, je ne sais pas exactement à quoi fait référence cette question, mais dans la partie paiement, c'est quand même un cercle assez fermé puisque les solutions, les prestataires de services de paiement doivent être agréés auprès de la CPR pour opérer. Donc, ce n'est pas possible d'ouvrir ces solutions de paiement à des systèmes tiers, si ce n'est par API, donc par des développements spécifiques. Mais il n'y a pas de blockchain sur le paiement puisque nous, on est très, très réglementé par rapport aux données personnelles et à la sécurisation des données cartes. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre question si vous souhaitez qu'on approfondisse là-dessus. Et donc là, j'en arrive aux garanties. Oui, Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je veux savoir si tu voulais que je change de slide. Et donc là, on en arrive aux garanties qui est la partie la plus intéressante de cette présentation. En fait, je voulais juste, pour résumer, vous présenter comment se présente le paiement en ligne et qu'est-ce qu'on doit faire pour accepter des contrats. Mais ensuite vient la partie quelles sont effectivement les garanties selon mes canaux de vente. Donc, il faut savoir que qu'est-ce que c'est qu'un paiement garanti? C'est un paiement où une autorisation 3D Secure a été effectuée. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, puisque je pense que vous avez tous fait face à des impayés. Une contestation d'une transaction qui est passée en 3D Secure, ça veut dire que c'est la banque du porteur de la carte qui prend le risque. Donc, c'est-à-dire que vous êtes garanti d'être payé. C'est la banque du porteur de la carte qui va faire en sorte de vous rembourser la somme. Par contre, un impayé enfin, une contestation de transaction sur une transaction qui ne serait pas passée en 3D Secure, alors là, la charge de l'impayé, elle est pour vous. Donc, c'est vous qui supportez l'impayé. Donc, c'est vous qui êtes pénalisé sur cette partie-là. Et donc, ça nous amène à détricoter un peu le parcours de paiement d'un acheteur dans l'hôtellerie, puisque lorsque l'acheteur réserve sur votre site Internet, il est physiquement présent lorsqu'il saisit sa carte. Ça veut dire qu'on peut activer du 3D Secure et qu'il peut s'authentifier fortement pour chacune des transactions qu'il y aura à effectuer sur cette réservation. Quand vous Juste, passez par Sidonie, d'autres… 3D Oui. Secure, je t'interromps, 3D Secure, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. 3D Secure, c'est la mécanique qui consiste, après avoir saisi votre carte, que vous recevez un SMS sur votre numéro de téléphone associé à votre carte.
et c'est vous qui allez reporter ce numéro c'est vous, client, consommateur, qui allez reporter ce petit code reçu par SMS dans l'écran de paiement. Et donc, c'est une manière de garantir que c'est bien le porteur de la carte, porteur du téléphone également, qui a réalisé l'opération. Et donc, c'est pas Tout à fait. ce n'est plus contestable derrière. Alors, on a une question, cela ne complique pas plus la procédure. J'ai envie de dire que non, puisque aujourd'hui, le 3D Secure, c'est quelque chose qui est généralisé à l'ensemble du e-commerce et qui est accepté par le plus grand nombre. Effectivement, ça ralentit un peu le processus de finalisation du paiement, puisqu'il y a une étape supplémentaire qui est celle de saisir son code reçu par SMS. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement la seule garantie qu'on a sur une authentification de transaction. Donc, on est obligé de passer par là pour garantir les transactions. Aujourd'hui, il est vrai que les études ont montré qu'il y avait moins de finalisation de transactions lorsque le 3D Secure était appliqué. Néanmoins, étant donné la fraude qui peut se produire après, il est peut-être préférable justement d'activer le 3D Secure et de passer par cette étape complémentaire qui vérifiera l'identité de l'acheteur et authentifiera la transaction. Et donc, ce qui m'emmène à l'autre canal de distribution. Effectivement, quand vous avez d'autres canaux de distribution type des OTA, tout simplement, vous avez la carte bancaire qui transite entre différents systèmes. Donc, l'acheteur n'est pas physiquement présent sur le système de paiement pour s'authentifier. Ce qui fait que là, le paiement ne peut pas être garanti parce qu'on ne peut pas appliquer le 3D Secure. Aujourd'hui, vous avez sûrement des impayés quand vous faites des VAD manuels sur des no-show ou alors des VAD, des débits sur des cartes qui proviennent des OTA. C'est normal puisque c'est un système de réservation qui ne supporte pas le 3DS et vous êtes obligé de faire de la VAD manuelle, que ce soit automatique depuis le système de paiement ou alors vous-même sur le TPE physique. Et ce qui nous a emmené justement avec Mathieu à discuter des possibilités pour garantir et sécuriser ces transactions-là. Parce que nous, en tant que prestataire de services de paiement, on a énormément de questions des hôteliers et c'est beaucoup dans le tourisme où on a des forts impayés. À se poser la question de comment garantir et sécuriser la réservation puisque tous les acheteurs ne proviennent pas du site internet de l'hôtel. Et donc, il fallait trouver une méthode pour justement augmenter l'authentification des clients et responsabiliser tout simplement les clients à donner leur carte bancaire et à s'authentifier lors du paiement. Mathieu, ton micro est coupé. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées. Il y a Charles qui pose la question qui dit, tous les Booking Engines sont sous 3DS et tous les OTA ne le sont pas, point d'interrogation. Cédric, est-il possible d'installer du 3DS sur tous les moteurs de recherche de sites internet? Delphine, comment équiper notre site du 3DS, etc. Alors déjà, il y a peut-être une chose, c'est que je vais te donner la parole, mais dans l'hôtellerie, il y a quand même une particularité par rapport à d'autres services d'ailleurs, c'est qu'on ne paye pas lors de la réservation. Pour des raisons, je sais pas, traditionnelles, historiques, on a tendance à faire payer le client à la fin du séjour, avec quelque chose qui est très confortable, c'est qu'en tant que client, quand on est sur place, on peut consommer sans avoir à parler d'argent et à sortir de moyens de paiement. Et c'est à la fin du séjour qu'on va payer. Et donc, quand on réserve, du moins sur les tarifs flexibles qu'on peut annuler au tout dernier moment, en fait, on ne fait pas payer le client. On va éventuellement prendre une empreinte bancaire, ce qui permet peut-être de responsabiliser un petit peu le client, le consommateur, qui donne la possibilité malgré tout à l'hôtel de faire ce prélèvement en VAD manuel, sans aucune garantie, comme vient de le dire Sidonie. Mais dans ces cas-là, en fait, la carte qu'on a prise, qu'on a enregistrée, elle n'est pas passée dans le process 3DS. Et donc, elle ne pourra pas son débit ne sera pas forcément garanti. Et on a le cas
des résas avec des tarifs non flexibles, où là, on peut être amené à dire, on vous offre ce tarif très avantageux, mais la contrepartie, c'est que vous ne pourrez pas annuler, et d'ailleurs, il faut payer tout de suite. Et dans ce cas-là, on peut faire payer le client tout de suite. Et la plupart des booking engines, dans ce cas de figure-là, proposent le paiement avec le 3DS. Mais dans le cas le plus courant de la réservation qui a été prise et puis le paiement qu'on compte faire payer à la fin du séjour, il n'a pas été question de 3DS parce qu'il n'a pas été question de paiement. Si ça répond un petit peu aux questions. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres questions. Alors, il y a un commentaire qui a été fait qui dit ça va changer. Effectivement, avec la DSP2, normalement, tous les paiements qui passent par Internet devraient être authentifiés en authentification forte, puisqu'il y a une nouvelle directive des services de paiement qui est sortie. Seulement, le cas d'usage de je saisis ma carte dans Booking ou dans un autre OTA et je la transmets à un système tiers, par exemple un channel manager qui va me la redescendre dans mon PMS, n'est pas concerné par cette directive-là, puisque l'acheteur n'est pas physiquement présent au moment du transit de la carte bancaire. Donc, dans ce cas-là, ça ne s'appliquera pas. C'est une exemption de la DSP2. Le seul cas où ça pourrait s'appliquer, c'est si les distributeurs en direct encaissaient les flux de paiement. Là, ils seraient obligés de mettre un système sur lequel l'authentification forte serait activée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ce n'est pas directement les distributeurs qui encaissent les flux de paiement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Même si Expedia le fait et Booking commence à proposer aussi ce mode de fonctionnement, en se positionnant en agent de voyage et en encaissant le paiement et en sous-traitant la prestation à l'hôtel. Alors qu'habituellement, Booking.com, c'est une marketplace, une place de marché où en fait ça met en relation le client et l'hôtel en contrepartie d'une commission. Et donc c'est bien l'hôtel qui encaisse et Booking qui facture sa commission ensuite. Et ensuite, on a le cas effectivement des cartes virtuelles. On pose beaucoup de questions sur les cartes virtuelles. Effectivement, les cartes virtuelles, c'est un système un peu particulier puisqu'une carte virtuelle est par destination à usage unique selon un comportement. Donc, vous allez pouvoir débiter une carte virtuelle à un instant X, mais ça ne vous prémunit pas de l'impayé puisque c'est le même système de fonctionnement qu'une carte bancaire classique. Donc après, il y a plein d'autres questions sur les booking engines et sur les moteurs de recherche. Peut-être qu'on vous communiquera, on verra peut-être ça plus tard dans la présentation. On y répondra peut-être à la fin, Mathieu, que je ne sais pas ce que tu penses. Ouais. Ok. Juste parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a Janine qui pose, qui est professeure à Strasbourg, que je connais. Ce qui se fait beaucoup dans l'hôtellerie malgré tout, et peut-être je fais un peu la transition justement avec le parcours client, ce qui se fait beaucoup, c'est que quand on arrive à l'hôtel, en particulier pour des séjours un petit peu longs ou pour des hôtels un peu haut de gamme où potentiellement les dépenses peuvent augmenter très vite. Lors de l'arrivée, on va demander la carte au client et on va faire réaliser sur le TPE une préautorisation. Et donc là, c'est une démarche qui consiste, c'est pas un paiement, mais on va bloquer la somme sur la capacité de paiement sur la carte du client, et on va bloquer cette somme avec une authentification forte. C'est pas du 3D Secure parce que là on est physiquement sur place, mais c'est le code PIN qu'on va saisir sur le terminal de paiement. Mais ça, c'est une manipulation très physique avec un TPE, avec une carte, et donc ça prend vite quelques minutes, et peut-être que ça nécessite de passer un petit coup de désinfectant avant et après chaque client, etc. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Et en faisant ça, l'hôtel se garantit en début de séjour qu'il sera en mesure de
se faire payer de tout ou partie de la prestation. Parce que ce genre de transaction, elle n'est pas contestable. C'est ce qu'on appelle une authentification forte. Et ça a à peu près la même, enfin, c'est l'équivalent du 3D Secure en mode online. Ça va, Sidonie, je n'ai pas dit trop de bêtises? Non, c'est parfait. Bon, ça commence à rentrer. Euh, donc, ce qu'on va vous montrer maintenant, quand on a dit ça, c'est comment tout ça peut s'intégrer dans un parcours client qu'on aurait dématérialisé au maximum. Donc, je vais parler là du cas d'un client qui n'aurait pas payé lors de la réservation. Donc, disons qu'il a réservé un tarif flexible et dans vos stratégies tarifaires, je pense que vous avez compris que la recommandation pour les mois à venir, c'est de ne pas faire ou ne pas proposer des offres non annulables, non remboursables, parce que ça a plutôt tendance à inquiéter à inquiéter les clients devant toutes les incertitudes qu'on a encore par rapport au voyage. Donc, proposer un tarif flexible, c'est une manière de rassurer les clients. Mais qui dit tarif flexible dit que le paiement n'est pas fait lors de la réservation. Et donc, il devra être fait lors de l'arrivée du client et ou du départ. Plus généralement, dans le contexte actuel, il est fondamental de sécuriser, de mettre en place des processus qui sécurisent à la fois vos équipes, votre personnel et vos clients. Et donc, ça veut dire mettre en place des nouvelles procédures qui vont limiter au maximum les contacts entre ces personnes. Ça veut aussi dire mettre des procédures qui vont permettre d'accélérer certains moments dans le parcours pour limiter la promiscuité entre les clients. Alors là, ça concerne plutôt les hôtels qu'on dit gros porteurs, où potentiellement à certains moments de la journée, il peut y avoir un peu d'attente à la réception. Et quand on a mis en place toutes ces nouvelles procédures, ce qui est fondamental, c'est d'expliquer aux clients et d'être très proactif en termes de communication pour expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc, je termine par ça, mais dans la réalité, c'est dès le moment de la réservation, voire même avant la réservation sur votre site web, qu'il va falloir être très clair sur le fait que vous avez mis des choses en place pour faire en sorte que le séjour se passe au mieux et que les clients n'aillent pas attraper le malheureux virus pendant leur séjour. Et ça, c'est au moment de la réservation. Et puis après, tout au long du parcours client, jusqu'à l'arrivée et même pendant le séjour, il est fortement recommandé d'expliquer et de réexpliquer comment les choses vont se passer, surtout quand ce sont des procédures qui sont nouvelles. Voilà, donc le sujet, c'est comment à chaque étape du parcours client, on peut à la fois assurer la sécurité et la qualité de service, parce que ça reste évidemment fondamental dans le métier. Voilà, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais vous donner ici quelques exemples. Mais la première chose, c'est dès la confirmation de réservation, c'est d'écrire au client que c'est bien, que le séjour est confirmé et que il y a des procédures un peu nouvelles pour sécuriser le séjour et que donc il va y avoir un certain nombre d'étapes à suivre et que le client va être amené à recevoir d'autres messages prochainement. Donc ça, c'est un message que vous pouvez envoyer manuellement, que votre PMS peut envoyer ou que d'un outil comme LandJob peut également envoyer. Il faut choisir quel outil envoie ce message, mais en tous les cas, ça me semble important d'écrire un tel message. Bien sûr, avant l'arrivée du client, il reste des opportunités de présenter des services additionnels et peut-être d'insister sur le fait qu'on pourra manger à l'hôtel, mais que ça ne sera pas comme avant, que peut-être il faudra réserver son petit déjeuner en chambre. Et donc, c'est quand même l'occasion en amont de parler de ce service et de vous organiser en conséquence en essayant de prendre les réservations de petit déjeuner ou de dîner au plus tôt. Ça, c'est un aspect. Mais pour revenir sur les aspects très administratifs, si je puis dire, voilà le sujet du paiement. Et une des choses qu'on propose, c'est de changer un petit peu le parcours client et de faire en sorte que les manipulations qui sont faites traditionnellement sur le comptoir de la réception
avec la préautorisation bancaire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va faire, ou on faisait physiquement sur le TPE, eh ben, on propose de la faire online, la veille ou le matin de l'arrivée, où là, on va envoyer un email au client pour dire, cher client, pour accélérer le check-in au maximum, on propose que vous réalisiez les procédures directement sur votre téléphone. Et la première chose, c'est de mettre votre numéro de carte. Et là, on va faire quelque chose dont on n'a pas encore parlé vraiment, c'est faire ce qu'on appelle une préautorisation. On va aller bloquer le montant du séjour. Éventuellement, on peut bloquer un petit peu plus pour prendre en compte les éventuels extras, les taxes de séjour, etc. Mais on va faire en sorte que ce montant soit bloqué. Et aujourd'hui, la réglementation fait en sorte que cet argent va être bloqué de manière garantie pendant 7 jours, ce qui est largement au-dessus d'une durée de séjour moyenne. Donc, c'est tout à fait acceptable dans notre contexte. Et par contre, cette préautorisation, elle sera faite avec la procédure 3D Secure dont parlait Sidonie tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas être contestée a posteriori. L'autre élément dans la procédure de check-in, c'est cette fiche de police, cette fiche d'arrivée, enfin, on l'appelle de différentes manières. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent fait en papier, dans certains cas sur des tablettes à la réception. Ce qu'on propose, c'est que ce soit fait directement sur l'appareil du client. Donc, en fait, le client reçoit à un instant prédéfini avant son arrivée ou lors de son arrivée la fiche pré-remplie. Il peut la compléter. Il peut même la signer et cette information, elle va être stockée, horodatée. Et donc, si nécessaire et si les autorités le demandaient, on serait en mesure de la ressortir. Voilà. Ensuite, j'ai parlé des clients. Pour le personnel de l'hôtel en réception, ben voilà, parce il faut suivre ça. Et ce qui est important, c'est que pour les clients qui ont fait la procédure de faire la préautorisation online, qui ont signé la fiche de police online, et ben ces clients-là, il faut les traiter au plus vite et faire en sorte que quand ils arrivent, on les accueille, on leur donne les clés, mais ils n'ont pas besoin ni de faire la queue, ni de faire quoi que ce soit au comptoir de la réception. Si jamais des clients n'avaient pas fait ces démarches préalablement, il est possible en un clic de leur envoyer un email ou un SMS qui va inclure le lien pour faire la préautorisation et saisir la fiche de police. Donc même un client qui serait en walk-in et qui arriverait directement à l'hôtel, on est capable de faire en sorte que toutes ces démarches soient faites sur son propre appareil et non pas au comptoir de la réception. Oui, Charles qui pose une question. Effectivement, cette fiche de police, elle n'est pas forcément, normalement, elle n'est pas à faire signer pour les clients français. Donc, effectivement, on peut ne pas la demander pour les clients de nationalité française. Il faudra malgré tout que lors de l'arrivée à la réception, le client présente sa carte d'identité française au réceptionniste pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui va monter dans la chambre. Ce qu'il faudra faire par ailleurs, pour un client étranger, il faudra quand même vérifier que M. Smith, qui est un Américain et qui a rempli sa fiche de police, c'est bien lui qui se présente à l'hôtel avant de lui donner la clé de sa chambre. Ça reste un contrôle qui doit être fait, un contrôle physique qui doit être fait malgré tout. Une fois que les clients sont arrivés, ou juste avant qu'ils arrivent d'ailleurs, s'ils ont rempli toutes ces tâches, on peut leur envoyer un SMS en leur rappelant qu'on les attend à 15 heures, par exemple, et pourquoi pas en leur donnant un lien pour qu'ils puissent, avec un Google Maps ou équivalent, se diriger jusqu'à l'hôtel. Et comme ça, quand ils arrivent à l'hôtel, comme j'expliquais, tout est fait, on n'a plus qu'à prendre la clé. Dans certains cas, la clé peut être directement sur le mobile, mais ça reste des choses qui sont encore un peu rares aujourd'hui parce que ça nécessiterait de changer vos serrures. On en parlera peut-être dans une autre occasion. Mais en tous les cas, si on a retiré la phase de la fiche de police, du paiement et qu'on n'a plus qu'à remettre la clé qui a été préparée préalablement, on fait gagner du temps aux clients et on fait gagner du temps au personnel, et ces deux aspects qui sont importants. Ensuite, le client, c'est pas parce il est passé très vite à la réception qu'il ne faut pas s'occuper de lui. Donc, il faut trouver d'autres manières d'aller à son contact.
et le SMS en est une. Donc, on peut, quelques minutes après son arrivée, lui envoyer manuellement ou automatiquement, par SMS, mais ça peut être par WhatsApp ou par mail, lui envoyer des informations, lui rappeler que s'il veut son petit déjeuner en chambre, il faut le réserver au plus tôt et éventuellement lui donner quelques informations utiles. On peut éventuellement, je vais passer vite là-dessus, le renvoyer sur un portail client, donc un environnement numérique qui va regrouper toutes les documentations que vous donnez habituellement en papier au client, donc le room directory, la presse, le menu du restaurant, du room service, tout ça, ça peut être agrégé dans une interface digitale qui fonctionne directement sur l'appareil du client. C'est un des modules que propose LandJob pour ceux qui sont déjà clients chez LandJob et que vous connaissez très bien. Voilà, je passe vite là-dessus, mais c'est aussi un aspect important pendant le séjour, c'est d'être au contact du client, d'être proactif en fournissant des informations et des conseils utiles. Et la fin de séjour, justement, comme on a déjà la préautorisation du client, le client n'a plus besoin de passer à la réception pour payer. Donc, ce qu'on propose, c'est de lui envoyer la facture soit par le PMS, par un moyen digital, soit de manière très basique, mais très efficace, en l'imprimant et en la glissant sous la porte du client de l'hôtel le soir, pendant la nuit, pour faire en sorte que le client ait sa facture au moment du départ. S'il ne dit rien, on considère que tout va bien, et dans ce cas-là, on va pouvoir le débiter. S'il a un problème, effectivement, là, il faudra qu'il réponde au message ou qu'il reprenne contact avec l'hôtel pour régulariser ou répondre aux interrogations potentielles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas courant, la facture a été remise au client et il ne reste plus qu'à aller débiter la carte grâce à la préautorisation qui aura été prise en début de séjour. Et ça peut se faire par exemple sur un écran tel que celui-ci, où en un clic, on va pouvoir aller prélever le client du solde du séjour. Et ça, les données là, ça peut être fait, ça peut provenir du PMS ou ça peut être fait manuellement si le PMS n'a pas la connectivité nécessaire. En tous les cas, grâce à ça, le paiement a été réalisé sans que le client ait eu à venir physiquement au comptoir de la réception pour payer. Donc, on a limité les contacts, ce qui rassure tout le monde en ce moment. On a aussi fait gagner du temps et aux clients et à l'équipe de l'hôtel. Reste après le suivi post-séjour, mais je ne vais pas vous en parler trop aujourd'hui, mais entre autres, s'enquérir de tout s'est bien passé, éventuellement recommander aux clients d'aller laisser un avis sur une plateforme, mais c'est un autre sujet. Il y a aussi l'aspect communication et relance, etc., et plutôt marketing avec des newsletters. C'est aussi des choses qu'on propose et dans le contexte qu'on a proposé gratuitement à l'ensemble de nos clients. Mais je ne vais pas vous en parler plus que ça aujourd'hui. Il y a pas mal de questions encore qui sont arrivées sur le paiement. Et donc, on va essayer de les rebalayer. Faut-il formuler Sidonie, tu as repéré des questions auxquelles tu voulais répondre? Oui, j'ai commencé à répondre à certaines questions. D'accord. Il y en a beaucoup. Delphine qui dit, tiens, il y en a une là qui est quand même. Est-ce que toutes les VAD manuelles sont contestables? Oui. Oui, bon, super. Oui, en fait, une VAD manuelle, c'est vraiment un débit de carte sur laquelle nous n'avons pas d'autorisation forte. Donc, effectivement, elles peuvent être toutes contestées. Après, attention, parce qu'une contestation, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'une contestation sur une carte bancaire, ça engage aussi l'acheteur, parce que l'acheteur ne peut pas contester indéfiniment des paiements sur sa carte bancaire. Il ne peut pas dire à son banquier tous les jours, c'est pas moi qui fais le paiement, c'est pas moi qui fais le paiement. Au bout d'un moment, le banquier va quand même tilter et refuser l'impayé. Mais ça n'empêche pas qu'il peut le faire, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on voit beaucoup de clients qui font signer les fiches de police, y compris aux clients français. C'est une manière aussi de
d'avoir une trace écrite que le client a mis les pieds dans l'hôtel. Et donc, c'est une manière de contester contester, si je puis dire, une contestation de VAD manuel. Mais c'est quand même, ça veut dire que c'est contestable. On peut argumenter avec sa banque, etc. Mais c'est beaucoup de temps et puis ça marche pas à tous les coups. S'il y a d'autres questions. Alors ensuite, ouais, on a une question qui sont les cartes passant par 3D Secure sont-elles contestables? Oui, elles sont contestables. Par contre, ce n'est pas vous qui supportez le coût de l'impayé. Ça, c'est la banque du porteur de la carte. Donc, c'est la banque de votre acheteur qui va supporter l'impayé. Ce n'est pas vous. Ok. Il y a Sébastien Bézin qui demande: peut-on facturer le client plus que le montant de la préautorisation? Dans ce cas-là, la différence doit-elle être réglée sur place par un moyen classique? Oui, effectivement, une préautorisation, ce sera une autorisation d'un montant donné. On peut débiter tout ou partie de cette autorisation, mais on ne peut pas débiter plus. Il y a des solutions pour débiter plus. C'est le fait d'enregistrer la carte bancaire et d'aller débiter le client après son passage, mais effectivement, ça passe hors scope de 3D Secure. Donc, le meilleur moyen, c'est soit de lui redemander de payer en plus au moyen d'un moyen de paiement dématérialisé, soit de le faire payer par un autre moyen de paiement, soit au comptoir, soit par tout autre moyen, chèque, virement, etc. Ouais. Ou bien juste la VAD sur le surplus. Donc, ça serait une partie qui ne serait pas sécurisée, mais ça permettrait de ne pas faire repasser le client à la réception. Stéphanie qui dit qu'on dit des choses fausses, hein, c'est vexant, qui dit qu'aucune banque ne prend à sa charge un impayé. Tu peux préciser? Alors, c'est pas... ouais. C'est pas tellement prendre à sa charge, c'est juste que la responsabilité de l'impayé sur une vente qui a été faite en 3D Secure, elle n'est pas à votre charge. Donc, c'est pas à vous qui allez payer la contestation, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un impayé, vous êtes facturé de cet impayé. Mais si la transaction elle est en 3D Secure, vous n'êtes pas facturé de cet impayé. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais ça. D'accord, donc dans le cas du 3D Secure, c'est pas la charge de l'hôtel. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question sur le paiement? Il y a des questions qui sont un peu moins sur le paiement, sur les fiches de police, etc. Je vais essayer d'y répondre. Yacinthe qui demande: a-t-on une obligation de demander le numéro crypto pour faire la VAD? Le numéro crypto, c'est le CVV, c'est ça? C'est le CVV. Oui, on doit demander le CVV pour faire une VAD. Enfin, du moins sur notre système. Après, sur des TPE physiques, ça, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne suis pas spécialiste des TPE physiques, mais sur de la vente en ligne, oui. On a François qui demande si le 3D Secure est valable pour les cartes non européennes. Oui, tout à fait. Si la carte du porteur de la carte est brandée Visa ou Mastercard ou Amex ou toute autre carte qui supporte le 3D Secure. En fait, le 3D Secure, c'est une norme qui est née de Visa et Mastercard, des émetteurs de cartes. Et en fait, certains autres opérateurs ont surfé sur cette vague-là également. C'est le cas, par exemple, d'Amex qui a son protocole de 3D Secure. Et vous avez certaines cartes étrangères qui ont également le protocole 3D Secure. Ok. Donc, c'est aussi la question de Delphine sur Amex. Donc, ok. Chez Amex, ça s'appelle le Safe Key. Amex Safe Key. Sur Visa, c'est Verified by Visa et Mastercard, c'est Secured by Mastercard. Donc, chaque marque a son propre logo, quoi.
On a Isabelle qui demande, lors d'une VAD manuelle, l'hôtelier est-il mieux garanti avec le crypto? Non. Ok. Donc ça sert à, enfin, crypto, pas crypto, c'est le même résultat, quoi. C'est une VAD manuelle, oui, tout à fait. Une VAD manuelle sanglante. Ok. On a, ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, Sophie qui demande si ça fonctionne déjà avec LaunchUp. Oui, c'est assez récent pour tout dire, mais on a premiers hôtels qui commencent à le faire, qui sont des hôtels qui sont en train de réouvrir actuellement. On n'a pas encore trop de recul pour tout vous dire sur. Donc je ne peux pas vraiment répondre sur le retour d'expérience. Enfin, je peux quand même y répondre en partie, pardon. C'est que c'est en fait ce dont on parle là, on le fait nous depuis plusieurs années avec des clients qui ne sont pas des hôteliers au sens traditionnel du terme, mais plutôt qui sont des clubs de vacances ou des résidences hôtelières, chez qui on réserve souvent la semaine. Et il y a une différence dans ce type de séjour, c'est que le paiement, lui, il est fait avant même d'arriver. D'ailleurs, donc là, je parle de quand vous réservez un séjour dans un club de vacances, vous payez au moment de la résa, parfois vous payez des arts, mais en tous les cas, la semaine avant d'arriver, le paiement doit être terminé, doit être réalisé entièrement. Mais donc, il n'y a pas de problème lié au paiement, mais il y a quand même une chose qui est liée à des transactions bancaires, c'est que sur ce type de séjour, vous devez payer une caution pour récupérer les clés de l'appartement ou la résidence que vous allez occuper pendant souvent au moins une semaine. Et donc, depuis au moins 3 saisons, on parle plus en saison pour ce type d'hébergement, on a mis en place la dématérialisation de la prise de la caution. Donc, c'est très semblable à la préautorisation. Et ça marche plutôt bien, voire très bien. C'est-à-dire que les clients le font. Je pense enfin, on est sur des taux de prise, donc des taux de nombre de clients qui font la démarche online et qui donc ont réalisé toutes les prestations une fois qu'ils arrivent sur place, qui dépassent les 60 à 70%. Donc c'est significatif, surtout pour des choses qui sont un peu nouvelles. Et bien sûr, ça marche quand les choses sont très bien expliquées en amont et qu'on a expliqué aux clients que comment ça allait se passer et que ça ne pourrait pas se passer autrement. Les clients le font sans trop se poser de questions. Et en fait, les cas où, enfin, l'écart entre les 40% restants, si je puis dire, si sur la base de 60% des gens qui ont fait la démarche, les 40%, c'est les clients qui ont fait des réservations par des canaux indirects et pour lesquels l'hébergeur n'a pas les coordonnées du client, donc il n'est pas en mesure d'aller vers ses clients en avance pour leur faire toutes ces procédures digitales de prise de caution. Donc le cas est un peu différent dans l'hôtellerie parce que sur la plupart des canaux de réservation, y compris Booking.com, vous avez des adresses email ou des numéros de téléphone qui permettent d'aller au contact des clients avant qu'ils arrivent à l'hôtel. Donc on pense qu'on va atteindre des chiffres qui sont supérieurs à ces 60%. Mais l'histoire nous dira, on fera un point dans quelques mois. J'ai Valérie Bureau qui dit « Il m'est arrivé que pour un no-show, le paiement soit rejeté longtemps après et que Booking ne rembourse pas la commission. » Sur les contestations de carte bancaire, l'acheteur a jusqu'à 12 mois pour contester un achat carte bancaire. Donc, ça laisse un délai assez long, effectivement, pour contester un achat. Okay. Après, sur la commission Booking, je ne saurais pas vous répondre. Ouais. Bon. Un autre sujet, là, c'est la relation contractuelle entre Booking et les hôtels, et on sait que c'est toujours un petit peu difficile. Bon, il y a Armel qui aurait eu un problème, une contestation sur un paiement avec 3D Secure. Je ne sais pas ce qu'on peut dire par rapport à ça. Je ne sais pas. Elle est où? Je ne la vois pas, la question. Bon. Je suis surpris. C'est possible de contester, juste pour préciser, c'est possible de contester un paiement avec 3D Secure. Par exemple,
on vous pique votre téléphone et votre carte bancaire, il est tout à fait aisé d'aller acheter en ligne avec la carte bancaire de quelqu'un d'autre et de saisir le code 3D Secure qui est associé au paiement. Et après, vous pouvez tout à fait contester un paiement qui serait passé en 3D Secure. Le seul souci, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à contester un paiement qui est passé en 3D Secure qu'un paiement qui est passé en VAD manuel. Parce qu'en VAD manuel, il n'y a aucune preuve sur la transaction en elle-même. Hein. Je ne parle pas des formulaires qu'on peut faire signer par ailleurs, mais sur la transaction en elle-même, il n'y a aucune preuve que ce soit l'acheteur qui ait réalisé la transaction. Alors que sur une transaction 3D Secure, étant donné qu'il s'est authentifié, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller contester cette transaction-là. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Peut-être rappeler, hein, la contestation, c'est une manière de protéger les consommateurs. En tant que consommateur, c'est quand même rassurant de savoir que si sa carte est utilisée de manière frauduleuse, on puisse contester. Ce qui est dommageable, c'est quand ce sont les clients qui profitent de cette capacité pour eux-mêmes contester des paiements de prestations qu'ils ont effectivement réalisés. En tout cas, dans le cas du 3D Secure, il faut être un peu plus armé pour contester le paiement et apporter des preuves, quoi. Il y a Sophie, je n'ai pas répondu, mais qui dit est-ce que ça marche et combien ça coûte. Donc, juste pour être clair, nous, le fait d'intégrer le paiement en ligne dans le parcours client, c'est quelque chose qui est intégré dans notre offre. Enfin, on ne vend, c'est pas une option à notre service. La seule chose, c'est qu'il faut que l'hôtel soit équipé avec une passerelle de paiement. Et en fait, la plupart des hôtels ne sont pas équipés de passerelle de paiement parce que la passerelle de paiement qui est inclue dans votre Booking Engine, elle n'est pas exploitable dans un contexte différent. Donc, les hôtels peuvent acheter, c'est de l'abonnement, une solution de paiement, typiquement auprès de l'IRA. Pour simplifier la vie de nos clients, on propose à nos clients de l'acheter par notre intermédiaire, mais donc on vend ça, pour être très clair, 44 € par mois, mais ce n'est pas vraiment l'enjob que vous achetez, c'est le système de paiement que vous pourrez d'ailleurs utiliser potentiellement hors l'enjob pour des clients pour prendre des paiements lors d'une réservation téléphonique, par exemple. Ça pourrait aussi servir dans ce contexte-là. Oui, potentiellement, c'est compatible avec Jazz Hotel. Parce que l'enjob et Jazz Hotel travaillent déjà ensemble. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Alors, Ingenico, oui, c'est une passerelle de paiement. Je réponds à une petite question. Ah d'accord, je n'avais pas vu passer celle-ci. Il y avait des questions sur les fiches de police. Je voudrais y revenir parce que c'est quand même un sujet. Alors, c'est des choses qui peuvent varier d'un pays à l'autre. On a notre partenaire Yassir au Maroc qui pose des questions là-dessus. Je ne m'avancerai pas trop sur le Maroc parce que la réglementation est différente. Mais en France, les fiches de police, c'est un morceau de papier qui doit être gardé pendant au moins 6 mois et qui peut être redonné aux autorités. Donc, le porter sur une version numérique avec un système de redatage précis et une procédure qu'on est capable qui permet de prouver que c'est bien la personne qui a signé ce document, c'est à peu près équivalent qu'une signature d'un bout de papier. Ce n'est pas de la signature électronique au sens propre, mais c'est tout à fait, on est capable de montrer, en tous les cas nous dans le job, on est capable de montrer la procédure et ça permettra en cas de problème, de prouver que ça a bien été fait par tel ou tel individu. Il n'en reste pas moins que l'hôtel doit vérifier que physiquement la personne qui arrive dans les lieux est bien la personne qui a réservé, donc avec une vérification physique du faciès de la personne par rapport à sa photo d'identité sur sa pièce d'identité. Parce que ça reste quelque chose qu'on ne fait pas encore de manière digitale, même si ça viendra probablement plus vite qu'on ne pense. Mais c'est pas le thème aujourd'hui. Mais par contre, la
la manière dont nous traitons les fiches de police permettrait de prouver aux autorités que c'est bien que ça a été signé dans un contexte très, très fiable. Ces données, elles sont conservées sur les serveurs de LandJup, dans le cas de LandJup, sur des serveurs qui sont localisés en France. Et derrière, en termes de sécurisation, de processus d'effacement des données, etc., on reste complètement conforme à la réglementation RGPD, qui d'ailleurs, je permets de le rappeler, s'appliquerait aussi aux fiches de police signées en papier, puisque les données personnelles, ce n'est pas forcément des données qui sont stockées de manière numérique, c'est aussi des données qui sont stockées sur des bouts de papier. Donc, stocker ça sur un serveur sécurisé ou le stocker en papier, d'un point de vue CNIL, c'est la même chose. Et donc, il faut assurer la même sécurité d'ailleurs. Oui, Top 6 et Vega, c'est compatible pour répondre. Oui, Marc, en Afrique, c'est probablement un petit peu différent sur la gestion des fiches de police. Mais oui, on peut faire une extraction quotidienne si nécessaire. C'est variable d'un pays à l'autre en plus. Je sais que dans ton groupe, vous êtes en plusieurs pays en Afrique et à la fois les sujets du paiement et le sujet des fiches de police peuvent varier d'un pays à l'autre. Même en Europe, en Espagne où on travaille beaucoup, il y a des règles qui sont différentes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter. On est déjà à 1h05, donc c'est pas bien, on va dépasser. Oui, Chloé, je crois que c'est possible aussi. PMS, Chloé, dis-moi. On est connecté à cet outil. Alors, une question d'Axel qui est intéressante. Est-ce que l'IRA permet de s'intégrer en même temps au Booking Engine et au PMS pour le même hôtel? Pas mal ça. C'est pas mal pour une question de fin. Alors, on a aujourd'hui effectivement certaines intégrations avec des PMS, mais on a plus d'intégrations avec des Booking Engine. Pourquoi? C'est parce que via le PMS ne sont pas effectués les paiements. Donc, les paiements en général sont effectués directement via les Booking Engine, donc que ce soit sur le site internet de l'hôtel en direct ou pour gérer les réservations des OTA. Et effectivement, dans ce cadre-là, on a des redescentes d'informations. J'ai cru voir une autre question aussi qui rejoignait un peu celle-ci. On a effectivement des redescentes d'informations sur les réservations qui ont été payées, pas payées, est-ce que les cartes sont valides, pas valides, parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la partie paiement, il y a aussi la partie vérification des cartes. Et cette information, elle peut redescendre dans le PMS depuis vos Booking Engine. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont faites et qui sont prévues par les Booking Engine pour que vous ayez l'information dans le PMS. Mais après, tout est question de détail puisque sur le marché, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'éditeurs. Donc, c'est un peu du cas par cas, quoi. C'est assez complexe comme monde. Nous, l'IRA, on n'est pas spécialisé particulièrement dans l'hôtellerie. Hein. On fonctionne sur tous les domaines d'activité. Si vous avez des questions bien précises sur certains PMS ou certains Booking Engine, je me tiens à votre disposition pour y répondre par la suite. Voilà. C'est chaque cas qui est un peu particulier. Une dernière question, on s'arrête là? Vas-y, Mathieu. Non, mais j'attends s'il y en a une dernière qui tombe. En tous les cas, on enverra l'enregistrement de cette heure passée ensemble. On vous enverra un lien pour que vous puissiez le réécouter ou le partager avec d'autres personnes ensuite. Et puis, on mettra les coordonnées de Sidonie ou de l'équipe Lyra et celle de LandJup pour répondre à des questions aussi une fois que nous serons redevenus offline. Voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie à tous et puis à très bientôt pour ceux que je connais et puis ceux que je ne connais pas, j'espère aussi, dans un autre contexte. Voilà, à très vite. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Salut. Au revoir.
Pardon.